Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je vous pose sincèrement la question à chaque fois, hein. Vraiment, j'attends des réponses. Comment allez-vous? C'est important de poser la question. Surtout que, euh, vous savez, est-ce que vous avez aussi cette espèce de réflexion quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'on lui dit bonjour, ça va? J'ai l'impression, je sais pas vous, vous me direz, hein, mais que ça sous-entend ou ça force un petit peu involontairement ou inconsciemment une réponse à la positive. Donc vous savez, on fait la pise et puis on dit hey, ça va? Oui, ça va. Alors que des fois, non, ça va pas. Des fois, on dit oui, ça va parce qu'on a la flemme de développer pourquoi ça va pas. C'est pour ça que du coup, je vous demande comment vous allez. Comme ça, vous avez la liberté de me dire si ça va bien, si ça va pas bien et d'élaborer ou pas. Voilà. Bref, alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve avec un sujet qui personnellement me tient à cœur, qui parle des menstruations. Moi, à titre personnel, dans mon lore personnel, j'appelle ça des floraisons, parce que même si effectivement c'est une petite mort et une renaissance à chaque fois, pour moi il y a quelque chose qui fleurit en fait à ce moment-là. Donc, dans mon lore personnel, j'appelle ça une floraison ou des floraisons plutôt d'ailleurs, des floraisons. Mais bon, ça c'est un côté un peu plus ésotérique, un peu plus spirituel ou magique. Là, je viens vous voir avec une façon de les aborder plus concrète, comme vous vous en doutez avec le titre, hein. Parce que c'était important pour moi de mettre au jour certaines dates, certains événements à l'échelle de notre civilisation. Qui tendent à démontrer que les menstruations, comme bien d'autres choses, ont été instrumentalisées par le capitalisme. Chouette, chouette, chouette. Donc du coup, je voudrais d'abord commencer. Ça va être un épisode un peu plus court que ceux que j'ai eu dernièrement. Mais bon, ça fait du bien aussi des fois d'avoir des épisodes un peu plus courts. Donc je voudrais commencer par ma propre expérience pour que vous compreniez un petit peu aussi ma relation aux règles, aux menstruations, voilà, d'où je viens par rapport à ça. Parce que ça vient toujours éclairer un petit peu les propos. Donc moi j'ai eu mes premières règles à 13 ans, quelques jours après mon anniversaire, je crois en avril, ça doit être le 14 avril ou quelque chose comme ça. Ma mère m'avait préparé, je savais que ça allait arriver, mais ça surprend toujours un petit peu. Euh, et donc voilà, donc ça a été les premières, mais c'était des quelques saignements, c'était pas des règles quoi. Donc ensuite, ça a été, c'est devenu assez intense très rapidement, bien évidemment. Mais moi, je me rappelle que un des premiers chocs un petit peu que j'avais eu en fait, alors ça n'a rien à voir avec comment ma mère ou on m'a préparé en fait aux règles et tout ça. C'est que en fait, moi, je savais pas. Justement, c'est là où les pubs en fait pour moi sont importantes. C'est qu'au début, je crois un an après, quand j'ai eu 14 ans. J'ai eu donc des vraies règles et là en fait je me rappelle, c'était l'été, j'étais chez ma grand-mère paternelle à l'époque, en vacances avec mon père. Le pauvre, il a dû avoir à gérer ça. Et, euh, et j'étais pas du tout familière déjà avec la sensation physique d'avoir quelque chose qui coule en fait de cet endroit-là, qui est chaud, qui est assez épais. Donc la sensation au début était pas très agréable. Alors c'est vrai que ça pour le coup, ma mère m'avait pas prévenue sur la sensation. Moi, je pense que je préviendrai si j'ai une progéniture de la sensation que ça fait pour pas que ça surprenne trop ou que ça alarme ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, moi, je rigole. Je pense que vous allez rire avec moi. Parce qu'en fait, au début, je pensais que les serviettes hygiéniques devenaient rouges quand elles étaient pleines, en fait. Voilà, que le rouge venait à la surface une fois que la charge était pleine, quoi. Alors qu'évidemment, pas du tout, hein. Ça n'a aucune logique concrète, on va dire. Mais ce qui fait que du coup, moi, quand j'allais aux toilettes, j'étais là, mais attends, mais c'est déjà rempli. Et du coup, je changeais, en fait, de serviette dès que je voyais du rouge sur ma serviette blanche. Donc au début, j'ai consommé pas mal de serviettes et je suis allée beaucoup aux toilettes, ce qui n'était pas toujours hyper pratique. Puis bon, évidemment, j'ai fini par comprendre que c'était normal et qu'on pouvait garder la serviette plus longtemps. Et donc après, au fur et à mesure, voilà, avec l'adolescence, les hormones qui changent, qui partent dans tous les sens,
un émotionnel un peu vif, bah, du coup, c'est devenu vraiment très compliqué, quoi, parce que je perdais une serviette de nuit. Vous savez, les serviettes de nuit qui sont censées faire 12 heures à la base. Mais moi, ça me faisait 1 heure et demie. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu ce genre d'expérience. Et, euh, et du coup, bah, c'était hyper désagréable. En plus de ça, s'en suivait une baisse de morale, une anémie, des douleurs, jusqu'à à peu près la vingtaine, bon, peut-être un peu moins, peut-être jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. J'ai vraiment eu des grosses douleurs en fait dans les premiers jours de règles, ce qui fait que des fois ça me prenait euh, d'un coup, c'était très violent et c'était vraiment comme si j'avais 2 dagues dans les ovaires, quoi. Et c'était atroce. Il y a eu plusieurs fois où ma mère a dû faire venir les pompiers ou je sais plus, le médecin d'urgence ou je ne sais quoi pour me piquer, pour me calmer en fait, parce que c'était atroce. Vraiment, c'était la mort. Enfin, j'espère que mourir d'une façon moins souffrante. Mais qui faisait moins souffrir. Donc voilà, ça a été vraiment handicapant en fait, par la douleur, par le flux abondant, parce que du coup à cette époque-là j'étais encore au collège et un petit peu début lycée, ce qui fait que ces journées-là étaient un véritable enfer quoi. Vraiment un véritable enfer, sous plein de niveaux. Il y a eu pas mal de fois où effectivement j'ai raté des cours ou des journées de cours parce que c'était juste pas possible de gérer le monde extérieur et la vie en fait à ce moment-là. Et donc je prenais pas la pilule encore hein, à cette époque-là, j'ai commencé à la prendre à 17 ans. Donc très peu de temps après mon premier rapport. Voilà, comme ça vous avez l'âge. Hein. Moi j'ai pas trop de tabou par rapport à ça. Surtout que pour moi c'est très important d'être transparente en fait sur ces choses-là, surtout sur ce genre de, de sujet quoi. Voilà. Et donc parce qu'en fait il n'y avait pas d'intérêt, enfin pour moi et même ma mère pour le coup, il n'y avait pas d'intérêt de me foutre sous pilule à 14 ans alors que j'étais pas encore active sexuellement et puis de toute façon pour moi c'est un peu contre-intuitif parce que du coup ça vient totalement chambouler la construction hormonale en fait. Alors ça peut aider dans plein de cas, hein, je l'entends. Hein. Puis surtout, ça reste quand même quelque chose de très utile, surtout au début dans les premières années, quand on apprend, quand on se découvre dans la vie sexuelle et qu'on apprend à se gérer, tout ça. Une fois, pour moi, après, une fois qu'on est une femme et qu'on se connaît bien et que, enfin, globalement, ça devient un petit peu superflu à passer un certain âge et une certaine expérience. Mais du coup, voilà, je prenais pas la pilule au début. Quand j'ai commencé à prendre la pilule, donc à partir de mes 17 ans, ça a pas fait totalement disparaître mes problèmes. Hein. Ça les a un peu diminués, mais c'était pas non plus l'arrêt total. J'avais encore des boutons. Enfin voilà, chez moi, ça a uniquement impacté le côté procréatif de la chose, mais guère plus quoi. Et donc après, les années sont passées et au fur et à mesure, en fait, quand je suis arrivée au début mi-vingtaine, je commençais vraiment à pas mal me connaître déjà sexuellement et je sentais aussi que il y avait vraiment ce corps étranger dans mon corps, qu'il y avait une surcharge hormonale. Je sentais que c'était trop. En fait, mon corps m'a vraiment envoyé ce signal qu'il en avait assez de la pilule, quoi, que c'était trop. Puis il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais, je sais plus, 24 ou 26 ans, je sais plus. J'étais dans une relation sérieuse qui durait depuis plus d'1 an, donc c'était devenu et qui a priori allait durer plus que ça. Donc c'était le bon moment en fait pour l'arrêter. Ce que j'ai fait. Et en même temps que j'ai arrêté la pilule, en fait, aux alentours de ça, j'ai fait 2 choses très importantes que moi je recommanderais de faire si vous pensez arrêter la pilule. Euh, donc je l'ai notamment conseillé à ma cousine pour le coup. C'est dans un premier temps, moi ce que j'ai fait, je suis allée voir un acupuncteur et un ostéopathe en fait qui faisait un petit peu d'énergétique aussi pour réguler un peu l'émotionnel parce qu'en fait les règles c'est un véritable miroir en fait de l'intérieur du monde émotionnel intérieur. Et donc du coup, moi j'avais un émotionnel qui était très intense, quoi, qui était très abondant et tout, et du coup bah, mes règles étaient à l'image de ça. Et donc déjà, avant que je commence à décider d'arrêter la pilule, j'étais allée voir cet acupuncteur et un énergéticien pour calmer un peu tout ça,
pour le sortir en fait, pour l'équilibrer. Et ça avait déjà fait beaucoup de... Ça avait déjà apporté un bon changement, quoi. J'avais déjà une relation avec mes règles qui s'était apaisée. J'étais plus handicapée à chaque fois. Je pouvais vivre une vie à peu près normale et je perdais pas 12 heures de sang en 1 heure et demie, quoi. Voilà. Donc ça avait déjà commencé à bien tasser un peu les choses. Et puis ensuite, quand j'ai décidé, pardon, activement d'arrêter la pilule, j'ai suivi un protocole en fait naturopathique pour, euh, pour accompagner ce changement, parce qu'en fait c'est un gros changement hormonal, c'est un gros changement chimique en fait au sein du corps et de l'organisme, et c'est plus doux de l'accompagner avec des compléments alimentaires sur mesure en fait. Donc pour ça, allez voir une naturopathe ou un naturopathe, et il vous conseillera un protocole en fonction de vos propres besoins, carences, du terrain émotionnel, de votre profil naturopathique aussi, il y en a plusieurs. Je ne suis pas naturopathe, donc je vous laisserai faire vos propres recherches. Mais voilà, et en fait, en faisant vraiment ce protocole-là, avec des compléments alimentaires ou des plantes, tout ça, ça a vraiment adouci le processus en fait. Ça a permis de faire en sorte que ce soit pas un arrêt vécu de façon brutale en fait dans le corps comme ça pourrait l'être quand on arrête de prendre une sorte de drogue ou alors un médicament ou enfin vous voyez quand quelque chose s'arrête subitement comme ça, c'est violent en général. Et j'avais pas envie ni besoin que ce soit violent. Donc j'ai suivi ce protocole naturopathique, il y a eu une première phase de 3 mois, une autre de 6 mois, et après voilà, c'était réglé quoi. Et depuis, agrémenté évidemment d'une écoute approfondie et au fur et à mesure de moi en fait. Hein. Je veux dire, je suis une jeune femme de 32 ans, donc à force, je commence à bien me connaître et à m'écouter aussi. C'est ça qui est très important. Pas juste de m'écouter, mais à répondre à ses besoins quand ils se manifestent et à savoir décrypter, interpréter ce que le corps dit. Et ça vient avec l'expérience en fait, hein, en général. donc, donc du coup maintenant c'est des règles qui au lieu de durer 7 à 8 jours avec 4 jours abondants de déluge total et le reste à peu près ok, maintenant mes règles durent entre 3 et 5 jours. Avant que les règles commencent, j'ai un léger petit mal de crâne ou alors des fois j'ai le moral qui baisse un peu en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Je serai plus ou moins irritable ou irritée, alors qu'avant, honnêtement, avant mes règles et pendant, j'étais pas une harpie, mais vraiment, j'étais tendue parce que j'étais en souffrance et que même la chimie dans le corps baisse et c'est pour ça que souvent il y a plein de femmes qui, aux alentours de leurs règles, broient du noir parce que c'est la chute hormonale en fait. C'est comme ça. Ça peut être évité, il y en a qui sont plus ou moins intenses, mais ça reste un fait scientifique pour le coup. Et donc du coup, voilà, moi maintenant, je vis très bien. Je suis passée aux culottes de règles aussi depuis que j'ai déménagé en Irlande. Donc je devais avoir 26 ans. Donc depuis mes 26 ans, je suis totalement en fait aux culottes de règles. J'ai un petit peu des protège-lits pour la fin, mais souvent c'est à peine utile. Donc voilà, c'est vraiment je voulais vous refaire mon parcours pour que vous compreniez que vraiment je reviens de loin et que je suis arrivée à un endroit avec mes règles où vraiment ça se passe très bien. Je les vois vraiment comme une entité ou une énergie amie en fait dans mon corps et je dialogue avec elles en fait. Je vois ce qu'elles me disent. C'est un dialogue en fait, voilà, je ne saurais pas le dire autrement, c'est un dialogue et je les laisse arriver quand elles arrivent. Alors je suis quand même leur arrivée via une application. Moi notamment j'utilise Clue, que beaucoup connaissent, hein, mais en tout cas voilà, il y a plein d'applications maintenant qui servent pour ça, pour aussi traquer les symptômes et tout. Mais moi je le fais uniquement pour le côté calendaire et que ce soit accessible et facile et que s'il y a des symptômes un petit peu qui sortent de d'habitude, je puisse quand même le cataloguer. Et voilà, donc des fois elles arrivent à 23 jours, des fois 28, et elles vont pas forcément arriver aux pleines lunes ou aux nouvelles lunes à chaque fois en fait. Je vais faire, mes règles sont très mouvantes et très évolutives et elles arrivent rarement au même moment en fait. Ça va changer de 2 ou 3 jours à peu près, plus ou moins. Et voilà, je les laisse arriver quand elles arrivent et souvent j'ai remarqué que quand j'ai eu un choc émotionnel par exemple, elles vont arriver un peu plus tôt. Ou alors quand je suis très stressée, elles seront bloquées et elles vont arriver un peu plus tard. Voilà, c'est pour ça quand je vous dis que vraiment les règles c'est le reflet du monde émotionnel intérieur, c'est vraiment ça quoi. Et voilà, et donc maintenant je vis très bien avec mes règles, je suis pas du tout
esclave de cette chose-là et c'est cool. Vraiment, ça libère de beaucoup de choses. Je prends quand même soin de moi aux alentours des 2 premiers jours, mais voilà, je suis pas dans la souffrance et dans la violence maintenant quand j'ai mes règles. Et ça, c'est cool. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et vraiment, vous avez tout mon soutien parce que vraiment, je suis passée par là et j'espère que vraiment, ça va pouvoir s'arranger au mieux pour vous. Mais voilà, je voulais aussi vous partager mon vécu et mon expérience très 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 rapidement dans les grandes lignes pour que vous puissiez voir que le lien aux règles est différent à chacun et peut être différent et n'a pas à être dans la souffrance en fait. Souvent quand il y a de la souffrance, surtout par rapport aux règles, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part en fait. Le mythe que les règles doivent être douloureuses forcément, c'est faux. C'est pas nécessaire, ça peut être évité de plein de façons différentes, que ce soit avec un travail sur soi, au niveau psychologique, émotionnel, ou par rapport à une hygiène alimentaire plus équilibrée, parce qu'aussi ça joue beaucoup. C'est pour ça que souvent, avant les règles, c'est mieux de manger des aliments oxygénés, en fait, avec voilà, genre des légumes, des fruits, enfin des choses voilà, avec de l'oxygène dedans. Même si, avant les règles, on a envie de tout sauf ça, on a plutôt envie souvent de se taper un McDo ou des choses comme ça. Mais ce sont des aliments, des choses inflammatoires, donc au final ça n'aide pas forcément, mais après c'est pas bien grave, hein, honnêtement, il y a plein de fois où moi, des fois avant mes règles, je mange gras et sucré, et bon, c'est pas non plus la mer à boire, mais voilà, dans l'absolu, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et voilà, je voulais vraiment vous le partager parce que du coup, là, on va entrer dans la deuxième partie de ce podcast. Il y en a que 2 pour cette fois-ci, il n'y en a pas 3, c'est vraiment plus chill, hein, plus détendu, on est entre nous. Je vais vous emmener dans un voyage dans le temps, en fait, par rapport donc aux menstruations, avec des dates clés. Et je trouvais intéressant de mettre en perspective mon expérience personnelle, mon lien aux règles et enfin, aux menstruations, aux lunaisons, aux floraisons, vous appelez ça comme vous voulez, que je trouve beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique et qui est vraiment en écoute avec moi-même et avec mon intimité et pas, voire enfin, très très peu influencé par ce qu'on voit dans les médias, en tout cas au pub, enfin pas les médias récents qu'on voit qui sont plus éclairés sur la question, mais voilà, mon lien avec mes règles et avec cette intimité-là, eh ben, il est propre à moi en fait. Je me laisse pas influencer par tout ce qu'on dit à l'extérieur, parce que le capitalisme ou le patriarcat veut nous faire croire sur les règles. C'est moi et mes règles, quoi. Voilà. Et donc, avec ça en tête, passons à ce petit voyage dans le temps. Voilà. Vous allez voir, ça va être intéressant. Prenez un calepin et des notes parce que je pense qu'il y a des dates et des faits qui vont vous choquer. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'an 3150 avant Jésus-Christ, où les anciens Égyptiens utilisaient du papyrus pour la protection menstruelle. Donc, on n'est pas si éloigné de ce qu'on a maintenant. Maintenant, c'est essentiellement du coton, on va dire, dans le meilleur des cas. Mais voilà, il y avait déjà en gros une protection menstruelle qui était utilisée par les Égyptiens. Donc, sachant que, oui, pardon, je m'égare, mais là, ce voyage dans le temps, c'est des dates, et après, je vais quand même inclure on va dire une sous-partie, c'est pour ça que je dis qu'il n'y avait que 2 parties, mais une sous-partie avec des chiffres, et c'est ces chiffres-là, plus que les dates, qui vont témoigner de certains faits indicateurs d'une instrumentalisation des menstruations par le capitalisme. Voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite, on va avancer un petit peu en 300 avant Jésus-Christ, où on a le médecin grec Hérophile qui découvre les ovaires et les trompes de Fallope. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que du coup, on met quand même le doigt sur une partie de l'appareil génital de la femme non négligeable, quoi. Voilà. Ensuite, on avance encore un peu. 400 donc après Jésus-Christ, Hypatie d'Alexandrie, philosophe grec, qui jette des chiffons menstruels. En fait, c'est une femme, hein. Et elle jette des chiffons menstruels à son élève qui était trop bavard, obsessionnel en fait, qui la lâchait pas en fait. C'était un forceur, voilà, disons les choses, c'était un forceur. Et du coup, pour l'éloigner, pour l'effrayer, elle lui balance ses chiffons menstruels à la gueule. Et moi, je trouve ça personnellement très drôle. Je suis étonnée qu'on n'ait pas plus de faits comme ça, vraiment. Donc ensuite, on fait un gros saut dans le temps, on va arriver en 1500 après Jésus-Christ. Les femmes donc menstruées sont interdites par l'Église
de prendre des médicaments contre la douleur ou des plantes, des décoctions, parce que les règles sont considérées comme une punition de Dieu et qu'elles doivent endurer. Voilà. Donc là, on sent que le christianisme quand même est passé par là. Le lien avec les règles est beaucoup moins naturel, beaucoup moins sain. Ça devient une punition de Dieu. Voilà, alors que c'est pas du tout le cas. On l'a établi précédemment déjà. Et on va voir que ça continue un petit peu. Même si, donc en 1896, on a donc la première ceinture hygiénique avec serviette, voilà, qui est inventée et vendue par Johnson & Johnson, qui sont américains si je ne me trompe pas. Ensuite, en 1921, on a Kotex, qui est la première entreprise à faire de la publicité pour des serviettes hygiéniques dans un journal. Ça, c'est quand même dingue. On trouve, d'avoir de la pub pour du sang, des menstruations féminines dans un journal, je trouve ça quand même très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pub-là a un but marketing. C'est pas pour le bien-être de la femme qu'on fait ça. C'est parce que c'est pour faire des sous. Notamment autour de la guerre où il y avait un surstock en fait, et qu'il fallait écouler, qu'on a écoulé notamment via les protections hygiéniques. Ensuite, en 1931, on a le premier tampon qui est inventé par Earl Haas, qui est un médecin du Colorado. Donc là aussi, c'est une avancée intéressante quand même, malgré tout, malgré le capitalisme autour. Ça reste une invention qui participe à l'histoire des menstruations et de l'émancipation de la femme, même s'il y a toujours le petit choc toxique qui rôde dans les parages. Ensuite, en 1934, on a le Tampax. On a la société Tampax qui est fondée par Gertrude Tendrich, qui a racheté en fait le brevet du tampon à Earl Haas pour le vendre. Quelques années plus tard, en 1937, on a l'actrice et entrepreneur américaine Leona Chalmers qui dépose un brevet pour la première coupe menstruelle en caoutchouc latex. Donc oui, la coupe menstruelle ne date pas d'il y a une petite quinzaine d'années. Il y avait déjà une invention avant, mais qui est tombée complètement dans l'oubli. Ensuite, en 1946, on a Disney qui sort un court-métrage éducatif, que je vais mettre un peu entre guillemets quand même, sur l'histoire des règles. Je mets le lien en description, qui est quand même intéressant d'aller le voir, il dure 10 minutes. C'est intéressant, je dis beaucoup intéressant dans ce podcast, il faudrait que je fasse un décompte. Ensuite, en 1950, on a les tampons qui sont annoncés aux femmes mariées, seulement pour protéger, et entre guillemets, protéger, la pureté des vierges. Voilà, je vous laisse une minute, quelques secondes pour intégrer cette information-là. Voilà. Ensuite, 10 ans plus tard, en 1960, on a la FDA, donc aux États-Unis, qui approuve Enovid, qui est un contraceptif oral introduisant les pilules contraceptives, c'est féminin. Donc voilà, après ça c'est des dates, je pense, que vous connaissez, parce qu'il y a eu l'émancipation des femmes dans les années 60 qui a justement permis de promouvoir un petit peu cette pilule contraceptive. Ensuite, en 69, on a les premières serviettes hygiéniques amovibles qui sont introduites par Stay Free, donc une autre compagnie américaine, il me semble. Donc voilà, progressivement, ça avance. On a des inventions qui nous aident à un peu mieux vivre les règles, les menstruations au quotidien. Ensuite, en 85, je suis sûre que vous connaissez cette anecdote, c'est la première fois que le terme période, donc period en fait en anglais, donc les règles, qui est utilisé pour la première fois donc à la télévision américaine par, vous connaissez l'actrice de Friends, Courtney Cox. C'est une date que je voulais intégrer parce que c'est aussi une libération de la parole qui participe à toute cette histoire, en fait, toute cette historique. Ensuite, en 2005, on a la Cour suprême du Népal qui émet une directive interdisant le chopadi. Le chopadi, c'est un exil menstruel en fait. Ça existe dans plusieurs cultures qui stipulent que, en gros, quand les femmes ont leurs règles, elles sont isolées de la société. Voilà, c'est littéralement ça, l'exil menstruel. Et donc en 2005, on a une petite avancée quand même au Népal où cet exil est interdit. Voilà, donc on est content, c'est déjà ça. Ensuite, en 2014, on a Thinx,
qui a introduit le premier sous-vêtement menstruel aux États-Unis. Donc c'est les culottes de règles dont on parle. En France, on avait notamment Fempo. Maintenant, je crois qu'on a... j'en connais pas beaucoup. Il y a Réjeanne, il y en a plein. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Et ensuite, en 2002, alors là, franchement, incroyable, on a l'Écosse qui rend les tampons et les serviettes hygiéniques gratuits et disponibles dans tous les lieux publics qui sont désignés comme tels, évidemment. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être sur toute la planète, voilà. Parce que déjà qu'on galère et que ce sont des protections qui ne sont pas remboursées, par la Sécu, en tout cas en France, si ça pouvait être au moins disponible dans les lieux publics et gratuit, je trouve que ça serait la moindre des choses. On est persuadé, enfin moi je sais pas vous, mais je suis persuadée que si c'était les hommes qui avaient mensuellement comme ça une perte de sang, la chose serait abordée totalement différemment. Je vous laisse vous lâcher en commentaire avec vos hypothèses, parce que à mon avis il y a de quoi rire quand même. Ensuite, on va terminer donc avec cette troisième petite partie, qui sont les chiffres, en fait, qui pour moi attestent, en fait, de cette instrumentalisation, en fait, des menstruations par le capitalisme. Donc, il faut aussi garder en tête, avec ces chiffres-là, que l'âge moyen d'apparition des règles chez une fille, c'est de 13 ans. Voilà, en moyenne, ça arrive à 13 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de variance depuis... parce que là, le sondage que j'ai, il s'étend des années 50 à maintenant, et il n'y a pas eu beaucoup de variations. Donc, c'est à peu près 13 ans. Ensuite, on a le chiffre 20, qui est le nombre d'États américains toujours assujettis à la taxe sur les produits hygiéniques en 2023. Donc, 20 sur une cinquantaine, je le rappelle. Je trouve ça assez important quand même, parce que du coup, vu qu'il y a une taxe dessus, ça explique en partie pourquoi les produits hygiéniques sont si chers et qui sont pas remboursés, quoi. Ensuite, on a 35, qui est le nombre de pays ayant supprimé ou réduit la taxe sur les produits hygiéniques en 2022. Ça, on aime. Ensuite, on a 48, qui est le nombre de pays imposant une taxe sur les tampons et les serviettes hygiéniques en 2023. Donc vous voyez, c'est un petit peu un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, 58%. 58%, ce sont les femmes et les filles américaines, mais les chiffres sont équivalents ailleurs, qui se sentent honteuses pendant leurs règles en 2018. Faudrait que je vous mette les sources. Je vous mettrai les sources en bas, celles que j'ai. Je vous mets toutes les sources en bas en description de toute façon. Ensuite, on a le chiffre 60, qui est une estimation du nombre de produits chimiques toxiques pouvant être trouvés dans les produits hygiéniques. Voilà, 60. Alors, j'ai pas sur combien, je l'ai plus en tête. Mais rien que le chiffre en lui-même, 60, c'est déjà beaucoup. Et voilà. C'est pourquoi parce que c'est moins cher de les produire comme ça. C'est moins cher ensuite de les... Enfin, on peut les vendre ensuite à un prix correspondant. Et pour moi, en fait, le capitalisme, il est derrière ce nombre de produits chimiques parce que tout est une question de thune, en fait. Tout simplement. Si c'était pas en lien avec la thune, enfin, qui a besoin de mettre 60 environ produits chimiques toxiques dans des produits hygiéniques? C'est pas nécessaire. C'est absolument pas nécessaire. Voilà. Je ferai venir à l'occasion des scientifiques pour élaborer la question. Hein. Si vous êtes dans l'audience, envoyez-moi un message, on se capte. Ensuite, 456, c'est l'estimation du nombre de règles qu'une femme a dans sa vie. Est-ce que vous imaginez un petit peu ? 456, c'est énorme. C'est énorme. Ensuite, on va augmenter dans les chiffres encore un peu plus. 11 000. C'est l'estimation de la quantité de protection hygiénique utilisée dans la vie d'une femme. Ensuite, du coup, au regard de ce chiffre-là, qui est déjà bien haut, eh bien, je vous offre 28 717, qui est le coût menstruel en dollars sur toute la vie d'une femme. Donc 28 000, on va dire 29 000, voilà, 29 000. C'est quand même un sacré budget. Avec 29, bon allez, on va arrondir à 30. Voilà, selon les fluctuations, les crises économiques, on va arrondir à 30 000. Ce qu'on peut faire avec 30 000 euros, ou dollars, c'est quand même conséquent. Je sais pas, ça peut être un prêt, ça peut être une voiture, ça peut être un voyage, ça peut être
tellement de choses, je vous laisse les mettre en commentaire. Voilà, c'est un pouvoir d'achat incroyable en fait. Si les produits menstruels, les protections et tout ça étaient remboursés, ça changerait la donne. Hein. Sachant que dans le coût menstruel, on inclut aussi les médicaments antidouleurs, tous les médicaments en lien aussi avec l'endométriose. Donc beaucoup de femmes sont atteintes quand même. Bon, en tout cas, toutes les personnes avec un utérus. C'est énorme comme coût. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais je trouve ça énorme. Ensuite, on a 190 000, qui est l'estimation du nombre de femmes souffrant justement d'endométriose en 2023. Donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, sachant que beaucoup dans les causes de l'endométriose, il y a des choses qui pourraient être évitées. Voilà. Ensuite, on a 500 millions, pardon, attendez, je me trompe, c'est 190 millions, je sais pas lire les chiffres, 190 millions de femmes souffrent de l'endométriose donc sur cette planète, et ensuite c'est 500 millions de femmes et de filles qui n'ont pas accès à des protections hygiéniques. Pour moi, ces chiffres, je les trouve aberrants. D'autant plus aberrants que c'est vraiment le capitalisme qui est derrière, parce qu'il y a les raisons de thunes, encore une fois. Je vais vous mettre plein de liens pour compléter un petit peu mes propos, parce que voilà, je voulais juste que ce soit un épisode pas introductif, mais un peu plus léger, un peu plus court, un peu plus avec des données, des chiffres un peu plus concrets, même si, comptez sur moi, je referai un autre épisode sur les menstruations, parce qu'il y a plein de choses à dire, faire venir aussi d'autres personnes avec un utérus, des êtres humains qui ont des expériences à partager. Mais là, voilà, je voulais donc vraiment vous partager juste des chiffres et des données un peu plus concrètes, en fait, et tangibles, parce que des fois, c'est ça qu'il faut un petit peu pour choquer, quoi, et amener à la conscience et rendre conscient un petit peu de tout ça, parce que ces chiffres-là sont vraiment choquants. Je sais pas vous, mais moi, je les trouve très élevés et du coup très choquants. Voilà. Voilà. Bah écoutez, sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vais pas vous embêter plus longtemps. C'était vraiment juste un épisode comme ça, flash, entre guillemets, hein, même si je dis ça, mais bon, il dure quand même une demi-heure. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en retirez un petit peu, quel chiffre vous a choqué le plus. Moi, je pense que c'est vraiment chiffre ou date, hein, d'ailleurs. Quelle date vous retenez et quel chiffre vous a choqué le plus. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment les derniers, en fait, dans les millions, là, les 190 millions et les 500 millions, parce que c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Et écoutez, bah, jusqu'au prochain épisode qui, je pense... alors, on change de registre avec le prochain épisode. Hein, on va parler de l'honneur. Voilà, je vous en dis pas plus. Et j'espère que vous serez au rendez-vous aussi pour celui-ci. Et qu'entre-temps, bah, vous passez un bon été, qui est le moment où je sors cet épisode, ou un bon début d'été. Voilà, bon courage pour le moral. Je sais qu'on est dans une époque pas facile. Donc surtout, prenez soin de vous. Voilà. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures et de prochains épisodes. Bye bye!